Bonjour, ici Pierre Verville, l'animateur de la toute nouvelle émission Jazz à vue, qui vous présente une série de 5 épisodes explorant le jazz montréalais dans toute sa splendeur. Vous serez agréablement surpris de découvrir toute la vitalité du jazz de chez nous. Combinant performances et entrevues, nous parcourons le cheminement d'artistes leaders et de leurs groupes respectifs qui ont un impact sur le milieu musical d'ici. Il y a un côté aussi qui est important. Si on veut que la musique continue, il faut bien former les adultes de demain parce que c'est eux qui vont consommer la musique, qui vont aller voir des spectacles, aller voir les artistes. Cette semaine à Jazz à vue, nous rencontrons Élisabeth Provencher, saxophoniste et compositrice. Nous explorons avec elle les différents défis reliés à sa jeune carrière. Bienvenue à Jazz à vue. Salut, Élisabeth. Alice, ça va bien? Oui, très bien, puis je suis content que tu aies accepté l'invitation. Alors, toi, tu viens de Victoriaville, Oui, comme moi. Hein? oui. Bon. Le monde est petit. Oui, tout à fait. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Oui, bien, dans le fond, moi, j'ai toujours baigné dans la musique classique, en fait, parce que ma mère est chanteuse classique à Victoriaville. OK. Mais le jazz est arrivé plus au secondaire. J'ai décidé d'aller dans le programme de musique comme ça, parce que j'avais des amis qui y allaient. Le saxophone est arrivé par hasard aussi. C'était l'instrument qu'on m'a donné, c'est Comme ça. ça. Puis, mais ça a été le coup de foudre tout de suite. À 13-14 ans, je savais que c'était ça que je voulais faire. Ah oui. Ouais, Tu savais déjà à 13 ans? Ouais, j'ai tellement aimé ça. C'est sûr que, tu sais, le jazz, c'est arrivé comme ça parce que le saxophone, c'est un instrument qui est Oui. plus principalement dans le jazz, là. Donc, puis j'aimais le côté d'impro Oui, qu'on crée, dans le fond, là, tout le temps. Puis... oui, il y a de la place pour justement improviser, tout ça. C'est pas juste tu fais un thème et c'est terminé. Ouais. Tu fais ton Ouais, thème, ouais. puis après ça, tu peux improviser. Ça t'intéressait, l'improvisation, Oui, déjà? ben tu sais, tu sais, on improvise tout le monde à tous les jours, puis j'aime ça être très spontané, puis de pas savoir qu'est-ce que je vais faire de mes journées ou de vivre dans l'élan, dans le fond. Oui. Puis je pense que le jazz, c'est vraiment Donc, dans cette voie-là. il n'y a pas un moment précis là, où tu t'es dit c'est ça. C'est vraiment, c'est arrivé durant tes 13 ans, là, quand Ouais, tu étais ouais. au sax et tout ça. Ouais. Mais là, on t'entend souvent en quintette. Oui. Hein? Qu'est-ce qui t'attire? Ben, j'aime C'est beaucoup. C'est une plus petite formation. Ouais. On a vraiment le temps d'entendre la personnalité de chaque musicien, musicienne. Mais j'aime ça aussi, vu que trompette, sax, je trouve que c'est un bon mix ensemble. On peut vraiment trouver des sonorités, trouver des émotions juste avec 2 instruments mélodiques. Donc, je trouve ça le fun de développer ça. Là. Là, tu es diplômé de McGill avec mention d'honneur. Et oui. Comment tu as vécu ça quand tu as reçu ça? C'était très intense, là, je dirais, les 4 ans là-bas. C'est beaucoup de travail et d'acharnement, Ça, puis d'heures de pratique dans mon petit local. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait ce parcours-là. J'ai découvert des musiciens, musiciennes extraordinaires qui seront les musiciens avec qui je vais travailler dans les prochaines années, puis toute ma vie, je pense. Mais c'est énormément de travail. Puis le jazz, pour toi, c'est quoi exactement? Ben, c'est mon évasion. C'est ma façon d'exprimer qu'est-ce que je ressens, puis de donner mon opinion sur plein de sujets. Tu sais, c'est une langue, hein? Donc, Oui. c'est ma façon de m'exprimer. Les pièces que tu nous interprètes aujourd'hui, Oui. c'est... Parle-nous-en un petit peu. Oui, ben il y a 2 des pièces qui sont sur mon premier album. Donc, Le Monde adulte, qui est la Oui. pièce mère de l'album. Donc, ça, c'est une composition que j'ai faite durant l'université, qui parle beaucoup de quand que tu deviens un adulte, ben le côté naïf d'enfant, il part. Puis de découvrir, OK, c'est quoi être un adulte? OK, c'est ça. Ben cette pièce-là, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai voulu là, mettre en musique. Là.
c'est quoi tes sources d'inspiration? Comment tu composes, toi, là, Oui. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens que ils vont faire des méthodes de composition puis développer. Moi, c'est vraiment par rapport aux événements que je vis ou je vais voir une peinture qui m'inspire ou je vais lire un livre qui va m'inspirer. Ça va être vraiment dans mon environnement que je vais sentir que j'ai le besoin d'aller composer, d'écrire. Puis c'est à OK. partir de ce moment-là que je m'assois souvent au piano. Je vais vraiment à la recherche de sons. Je regarde pas d'accords, je veux pas faire de progression non plus. C'est OK. une recherche de sons, d'intervalles. Puis après, quand il y a une sonorité que j'aime, là, je vais analyser qu'est-ce que je viens de faire pour mettre des accords par-dessus ou décider qu'est-ce que je fais après avec l'idée. Donc, c'est ton processus créatif, dans le fond. Oui, exact. OK. Puis est-ce que les membres de ton groupe participent à tes créations? Ça dépend. OK, Parce que OK. par le manque souvent de temps, de répétition, puis tout ça pour les événements qu'on fait, la majorité du temps, mes pièces, ils sont arrivées et ils sont construites de A à Z. Souvent, ils vont me donner des idées, donner leurs commentaires, je vais arranger des sections. Mais la plupart du temps, c'est vraiment... Tu sais où tu t'en vas. c'est ça, tout est écrit et réfléchi. Mais là, je veux essayer de plus en plus là, de les amener dans mon processus de création. Puis pour le deuxième album qu'on va faire, c'est vraiment ça que je pousse, là. Ça va être des petites idées qu'on va aller développer là, tous ensemble. Dis-moi, bon, l'industrie de la musique, ça a changé pas mal. Il y a des plateformes digitales. Comment on fait en 2022 pour rejoindre Mhm. le maximum de gens? Ben, je dirais être présent sur les réseaux, c'est là que les gens ils vont se rappeler de t'avoir vu puis de vouloir aller voir ton spectacle ou ça t'amène un intérêt. Je dirais aussi sur toutes les plateformes qui existent. Maintenant, quand on fait un album, c'est vraiment plus une carte de visite. Fais-tu des disques physiques encore? Oui, Est-ce que oui, tu... oui. J'en ai OK. fait une petite quantité. C'est vraiment pour dans les spectacles, là, pour les gens qui en veulent, Après. qui veulent la copie physique. Parce que c'est quand même... Moi, j'adore encore avoir mes copies, puis c'est important, les groupes que j'aime. Mais en même temps, on n'a plus de lecteurs, tu sais, Non, pour c'est les ça le lire. problème. Donc, c'est l'art, dans le fond. Je garde la pochette, mais sinon, je les écoute sur les plateformes. Est-ce que tu as un agent ou un Non, gérant? pour l'instant, je fais tout ça Tu fais ça tout moi-même. seul. Ouais. Ça veut dire remplir les demandes de Ouais. subventions. J'ai beaucoup d'amis qui m'aident, Hi! on Oui. s'aide à reviser les subventions des autres. Puis, ben ça, tu sais, en ce moment, ça marche. Ouais. Je réussis à en avoir. Donc, C'est quoi les défis d'une musicienne de jazz aujourd'hui? ouais. Ben, il y a beaucoup de défis pour une musicienne en tant que telle. On n'est vraiment pas beaucoup Non. dans le domaine du jazz. C'est encore un milieu, je trouve, qui est très, très masculin. C'est difficile de percer, de se faire connaître. Donc, je pense que ma génération est mieux, je crois. Oui. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Puis de se créer, je pense, une communauté de musiciennes, de s'entraider. De Là, s'entraider. je pense que c'est ça qui est le mieux. Puis, quel conseil tu donnerais à, je sais pas moi, à quelqu'un qui veut devenir musicien en 2022? Ouais, ben c'est de croire en soi, tu sais, souvent c'est beaucoup de questionnements qu'on a de face à la musique, puis c'est aussi de pas mettre nos œufs dans le même panier, de viser sur une chose, c'est d'essayer de le mettre un peu partout parce qu'on l'a vu avec les dernières années qu'on a eues, tout peut Oui, tu peux. stopper. Oui. Donc, si tu veux être capable de continuer, si tu as plusieurs cordes à ton arc, ça va t'aider. Parce que c'est plus possible de juste faire Faire un ton truc. projet, de la musique, puis de vivre de ça. Donc, on est un petit peu partout, comme moi, je suis rendue coordonnatrice de la Fédération des harmonies, Oui, c'est ben, vrai, ça. c'est pour m'aider aussi à être plus libre, tu sais, de faire ma musique, de choisir les projets musicaux que je veux faire sans avoir à me soucier là, du côté monétaire. Puis, Oui. mais il y a aussi le côté que cette fédération-là, c'est avec toutes les écoles secondaires, primaires, avec des programmes de musique. Donc, ça va rejoindre tu sais, l'enseignement. Je pense qu'il y a un côté aussi qui est important. Si on veut que la musique continue, il faut bien former nos jeunes, les adultes de demain, parce que c'est eux qui vont consommer la musique, qui vont aller voir des spectacles, aller voir les artistes. Donc, si on veut que la façon de distribuer la musique puis que les artistes soient
vu et entendu, ben c'est aussi de bien éduquer les... Tout à fait. Puis à ce Ouais. compte-là, tu enseignes en Haïti. Oui, depuis 2015, c'est un camp de musique qu'on a créé avec des amis au foyer Notre-Dame-de-Lourdes. C'est à Croix-des-Bouquets, en banlieue de Port-au-Prince. Puis c'est ça, c'est un camp de musique qu'on crée avec les enfants. Puis éventuellement, on aimerait ça que certains musiciens sortent du foyer puis qu'ils puissent enseigner là, à ces enfants. La pièce Moi aussi, qui est une pièce que j'ai écrite pour le mouvement MeToo, c'est un solo de percussion de drum tout le long de la pièce. Puis c'est avec des petites mélodies de trompette, saxophone et le piano, la basse, ils font souvent comme les mêmes accords. Donc ça nous amène dans un sentiment vraiment mélangeant, puis un malaise. Tu sais, je voulais créer un malaise durant cette pièce-là. Quel est ton saxophoniste préféré? Ben, S'il y en a un, ouais, parce qu'il y en a peut-être trois, il quatre, y en a plusieurs. Bon, Là. OK, d'accord. Si je disais dans les plus vieux, ça serait Lee Konitz. Ah oui! Parce que je trouve tellement qu'il y a une façon d'approcher l'improvisation différente. C'est tout le temps mélodique. C'est pas des licks qu'on appelle, donc Ouais. des parties de solo qu'on apprend ou très théoriques. C'est tellement mélodique comment il fait ses impros. Donc, ça serait celui-là pour dans la vieille génération. Sinon, en ce moment, je suis vraiment accro à Tineke Postma, Ah. qui est une saxophoniste de Amsterdam, qui a fait sa maîtrise à New York, mais est retournée là-bas par la OK. suite. Puis Caroline Davis, qui est aux États-Unis, là, qui c'est deux saxophonistes Ah oui, ils extraordinaires. ont un son particulier. Ouais, leur son est super beau. Puis les deux, c'est très expérimental aussi. Là, donc, n'importe qui pourrait apprécier là, leur musique, même si c'est quand même expérimental. Puis si tu avais un album à recommander, là, vraiment, juste Ouais. un ou deux. Ouais, là, c'est on ça, va- hein. C'est difficile difficile, hein? comme question. Ça, je t'ai dit deux, Oui. peut-être. Ben, je dirais le nouveau, le plus récent, c'est Portail de Caroline Davis, OK. qui est excellent. Sinon, mon album fétiche, c'est Perceptual de Brian Blade de Fellowship. À chaque fois que je l'écoute, ça fait des milliers de fois et à chaque fois, je suis autant satisfaite. Donc,
Tes projets futurs, c'est quoi? Oui, ben, on est en processus de deuxième album avec le quintet. Donc, on part là, à l'automne en résidence à Kamouraska pour créer. Oh! Il y a une partie qui est déjà créée, mais là, c'est ça que je veux les amener un petit peu plus dans mon processus de création. Donc, on part une semaine. J'ai des idées de pièces. On va travailler là-dessus tout le monde ensemble. J'ai un ingénieur de son qui vient avec nous. Donc, on va enregistrer, faire de l'improvisation, puis on va voir qu'est-ce que C'est ça ça va que tu donner. disais, ça va être différent parce que là, c'est Ouais. pas, t'arrives pas avec tes pièces, on va créer ensemble. Exact. Puis le lieu Kamouraska est tellement Ouais, fantastique avec ouais, ses ouais. couchers de soleil des plus beaux au monde, il Ouais, paraît. ouais, là. ouais, ouais. À Alors, l'automne en plus, là, à avec l'automne les en plus. couleurs, puis Bon. ça va être beau.
Ben écoute, je te souhaite un bon deuxième album, un Merci. bon enregistrement, puis au plaisir de se recroiser. Merci. Merci beaucoup. Le modèle de marché ou le modèle d'entreprise, je dirais, change à chaque mois. Il faut s'adapter. Il y a des artistes qui ne jurent que par le numérique et ça prend 3-4 mois, puis ils nous disent, ben, ça va nous prendre des CD. Lors des concerts, par exemple, on va jouer à quelque part. Après, les gens viennent nous faire signer des CD ils ont fait venir par les distributeurs physiques de la place. Même que quand ils n'ont pas de CD, ils nous arrivent, ils achètent des CD sur place. Ben, c'est parce qu'ils aiment avoir l'objet, puis c'est normal. Ben oui, bien sûr. Ça implique aussi un partage avec les fans, avec des gens qui sont mordus de l'objet. Cependant, même si le marché est très mou au niveau du CD, ça en prend, mais des pressages de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 copies, ça n'existe plus. Il y a beaucoup de territoires aussi, comme le Japon, par exemple, sont pas très numériques, Ah, sont non? très informatisés, OK. mais ils préfèrent beaucoup le vinyle ou le CD. La maison de distribution, par le biais de ses chefs de projet, ses chefs de produits, vont recevoir des demandes de différents labels ou d'artistes indépendants qui ont un plan de carrière, qui ont une vue à moyen et long terme concernant leur production discographique. C'est facile, on peut voir comment ça se passe sur les médias sociaux. On peut voir s'il y a aussi de l'attention qui est portée par les médias vers ces artistes-là. Et à ce moment-là, ben, on les aide. L'artiste vient signer ou le label, et là, on va l'accompagner au niveau de la production. Alors, si c'est vinyle, bien évidemment, il y a une pochette, il y a des test pressing, il y a du quality control, il y a un paquet de choses là, qui se mettent en route, un plan de marketing. Et encore une fois, bon, il faut les vendre, ces disques-là. Donc, il y a une représentation qui est faite auprès des détaillants afin que ces disques-là puissent avoir une belle place dans les magasins. C'est important d'avoir un bon distributeur. Maintenant, avec les distributeurs Numérique. on place des albums à travers le monde numériquement, mais il faut quand même les préparer, ces projets-là. Il faut créer les métadonnées, il faut rentrer des informations. Il y a plusieurs distributeurs en ligne, en fait. Là. Il y a CD Baby, DistroKid. Moi, c'est avec eux que je fais affaire. Dans le fond, c'est sur leur plateforme. On a des frais initiaux ou par année pour mettre notre album ou nos pièces. Puis, eux s'occupent de le distribuer dans toutes les plateformes. Donc, que ce soit Amazon, YouTube, Apple Music, Spotify, Facebook, Instagram. Aux États-Unis, c'est le numérique qui prime. Il y a le vinyle qui revient, mais il y a toujours la distribution numérique et de la vente. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de Jazz à vue. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter nos plateformes sociales.